Cette exposition, c'est un travail qu'on a commencé il y a quelques années avec donc mon frère Emmanuel de Vienne et une collègue à lui, Sophie Moirou, qui sont deux personnes qui ont travaillé avec Amatiwana Troumaï. C'est un artiste donc de l'ethnie Troumaï dans le Mato Grosso au Brésil, donc en Amazonie. Et c'est une personne qui a un parcours un petit peu euh, particulier. Il était censé être chef de son village, donc il a reçu une éducation spécifique pour être chef de son village, mais à cause de problèmes de santé, euh, assez jeune, il a dû faire d'assez longs séjours à Rio et à São Paulo, donc dans des villes de blancs, comme les Indiens ou les indigènes les nomment. Et donc ça lui a donné très tôt une sorte de statut intermédiaire assez particulier, c'est-à-dire que d'un côté, il ne pouvait plus incarner, même physiquement, ce rôle de chef, physiquement et socialement ce rôle de chef traditionnel, mais ayant reçu cette éducation, il avait quand même cette espèce d'autorité et de connaissance d'un certain nombre de chants, de rituels, de mythes, etc., qui faisaient partie de cette éducation traditionnelle pour être préparé à la chefferie. Et donc ça l'a laissé dans une position intermédiaire, puisque par exemple c'est le premier de son village à avoir parlé portugais, étant traducteur pour des anthropologues et avec cette connaissance médiateur pour passer tout un tas de, enfin tout un ensemble de connaissances. Sa peinture se retrouve la même situation ambiguë, où à la fois lui-même a adopté un certain nombre de conceptions occidentales de la culture, de la tradition, etc. Là où, pour les Troumaï, c'est une culture orale qui fonctionne différemment. Et il se trouve qu'Amati s'est aussi approprié cette conception de la culture et du coup de la sauvegarde de cette culture amazonienne qui est menacée depuis très longtemps, depuis le contact avec les Blancs, justement. Et du coup, sa peinture reflète ça, en fait. C'est-à-dire qu'il s'est approprié des modes de représentation occidentaux pour parler et sauvegarder tout un ensemble de savoirs, de rituels, de chants, d'épisodes typiques de la vie traditionnelle dans le Xingu qui ne pouvaient pas avoir lieu puisque lui ne pouvait pas assumer ce rôle de chef traditionnel. Donc c'est ça qui nous intéressait en fait, ce côté d'échange et d'appropriation dans les deux sens. Ce qui fait partie aussi de cet échange interculturel, c'est-à-dire que les anthropologues blancs viennent étudier une culture et le savoir sur cette culture se marchande de façon symbolique ou pécuniaire, mais voilà, ça faisait partie de l'échange de faire acquérir ou de faire connaître cette peinture là où on pouvait, c'est-à-dire pour mon frère en France au Quai Branly, ça semblait logique. Et la discussion avait commencé parce que en substance, le musée du Quai Branly avait considéré que la peinture d'Amatiwana était effectivement d'un objet culturel unique et très intéressant, et que du coup ils acceptaient de le recevoir au titre de document ethnographique, donc gratuitement. Mais par contre, ils ne voulaient pas l'acheter parce que ça voulait dire qu'on l'achetait comme une œuvre, c'est-à-dire comme une œuvre à exposer. Et le musée du Quai Branly étant un musée quand même conçu selon des critères particuliers, et ben il considérait que la peinture n'était pas, je ne sais plus quelle était la formule, ne rencontrait pas les critères esthétiques suffisants, etc. Donc en fait la discussion a commencé à cause de ça, de se demander comment cette peinture peut trouver son adresse ou pourquoi elle va tout le temps manquer peut-être son adresse et qu'est-ce qui lui manquerait pour être considérée comme, comme autre chose qu'un document ethnographique. Amati lui-même, dans tous les entretiens, passe son temps à expliquer cette complexité en disant qu'il fait cette peinture pour les Indiens et que les Blancs ne peuvent pas la comprendre. C'est-à-dire qu'il faut connaître le Xingu, il faut connaître les Troumaï pour comprendre ce que sont ces peintures. Mais cela dit, il le fait avec des codes de peinture qui s'adressent aussi aux Blancs. Du coup, il y a eu une première exposition en 2020 à l'occasion du Salon Jeune Création, où on avait ces questions en tête, etc. Et puis le Salon Jeune Création permettait de jouer un petit peu de ces notions-là, de ces questions-là. Donc l'exposition que l'on fait, en fait, on s'est dit que ça se présentait comme le catalogue de l'expo précédente,
ayant eu une grande expo monographique, il pouvait avoir un catalogue monographique, et ce qui serait aussi une façon dans le futur de pouvoir présenter son travail au Brésil. Et donc cette exposition au Creux de l'Enfer se présente presque à l'inverse, comme le catalogue agrandi de cette exposition précédente. Donc l'idée c'était de permettre de vraiment bien voir cette peinture. Et à la fin de l'exposition, une vidéo faite par donc Emmanuel de Vienne. C'est une vidéo qui a été faite entre 2015 et 2019, un montage de séquences tournées avec Amati dans le Xingu, au moment de discuter de cette valorisation de la peinture d'Amati, de questionnement sur quelle est la valeur de cette peinture, quel héritage ça produit, pourquoi cette culture et par conséquent cette peinture ne trouve pas son public. Une autre chose un peu contradictoire dans le travail d'Amati, c'est justement ce rapport à la nostalgie, qui est une émotion considérée comme très négative dans cette société-là. Et en fait, c'est là que c'est intéressant, c'est que toute la pratique d'Amati se situe dans un vrai discours nostalgique sur la culture, sur la perte de la culture. Et du coup, les peintures sont dans cette contradiction aussi, c'est-à-dire on regrette la perte d'une culture tout en produisant des artefacts nostalgiques qui vont à l'encontre de la préservation de cette culture en fait. Voilà.